Ora eis requiem, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, ora eis requiem. Voyez, voyez, les voici, en foule, accourent ici de leurs cités innombrables, les mystérieux Chinois et les hindous misérables, tous regardent vers la croix. Voyez, voyez, les voici, lentement s'approche aussi l'Africain noir et sauvage, au pied du crucifié. Son long et dur esclavage sera bientôt oublié. Voyez, voyez, les voici, tous sont réunis ici, c'est la famille immortelle, et tous chantent d'un seul cœur cet hymne toujours nouvelle. Gloire, gloire au Rédempteur. Chant d'espérance, cantique numéro 243, sur les ailes de la foi, cantique numéro 344. Bonjour le monde, mise en onde de Junie l'image, caméra Winnie J. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde. Bienvenue à votre émission, à notre émission Lumière sur le monde. Content de vous savoir à l'écoute, content de vous savoir en si grand nombre. Je dois personnellement vous remercier d'être de plus en plus nombreux à partager, n'est-ce pas, l'émission audio, l'émission audiovisuelle, mais également à nous faire part de vos commentaires. Sachez que c'est très apprécié. J'espère que vous avez prêté attention au texte que je vous ai lu au début de l'émission. En réalité, le texte que je vous ai lu est un cantique qu'on nous a appris à nous les Haïtiens à chanter dans les églises protestantes. En réalité, c'est un cantique qui provient du recueil de chants le plus répandu dans les églises protestantes haïtiennes, le recueil des chants d'espérance, et qui se trouve également dans un autre recueil très répandu parmi les églises protestantes haïtiennes, le recueil sur les ailes de la foi. Vous l'avez entendu, ce chant qui glorifie la famille de Dieu, la famille universelle de Dieu. Ce chant qui glorifie, n'est-ce pas, les églises pour leur universalité. Et pourtant, dans ce cantique, on prend le temps de décrire chaque peuple. Regardez ces mystérieux Chinois, eux aussi ils viennent à la croix. Regardez ces misérables Indiens, eux aussi ils viennent à la croix. Et enfin arrive lentement l'Africain noir et sauvage, lui aussi vient à la croix. Imaginez que moi je chantais ça dans l'église protestante où je fus élevé. Imaginez que, devenu pasteur, je me servais de ce recueil de chants pour évangéliser mon propre peuple sans m'arrêter au fait que dans ce cantique, entre autres cantiques, on me décrit comme un sauvage au nom de Jésus. Alors, j'ai mis la table. Voici le titre de l'émission d'aujourd'hui qui est en même temps le sujet. Savez-vous que dans les pays anciennement colonisés, l'éducation formelle ou la scolarisation, on va voir la différence, donc l'éducation formelle ou la scolarisation d'une part et l'éducation religieuse répondent à la même commande, enchaîner les esprits. Je vais reprendre le sujet. Dans les pays anciennement colonisés, l'éducation formelle ou la scolarisation et l'éducation religieuse répondent à la même commande, car c'est une commande. Quelle est cette commande? Enchaîner les esprits. La table est mise. Nous allons comprendre que et l'école et l'Église remplissent dans les pays anciennement colonisés la même fonction,
Quelle est-elle cette fonction? Enchaîner les esprits. Et effectivement, nous allons nous servir de l'histoire politico-religieuse d'Haïti pour illustrer cette thèse. Je vous souhaite d'être réveillés tout le long de cette émission. Pour vous y aider, je vous invite à vous faire une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café comme d'habitude. Entre-temps, je vous propose cette belle musique d'un puissant artiste haïtien, Blaise One. Écoutez ça. Je voudrais commencer l'émission en citant un évêque irlandais du 19e siècle qui a exercé une partie de son ministère en France et plus tard au Kenya et au Nigeria, donc en Afrique. Voici ce qu'il a dit. Il s'appelle Joseph Shanahan. Il a dit, si tu contrôles l'éducation, tu vas contrôler le pays et le peuple, tu vas contrôler la religion et tu vas contrôler l'avenir. Je reprends cette citation. Parce qu'il faut l'avoir en tête pour comprendre comment, par la scolarisation, c'est-à-dire l'éducation formelle, mais également par l'éducation religieuse, on a tout simplement formaté l'esprit des peuples colonisés de manière à les enchaîner pour toujours. Et Joseph Shanahan, qui est je l'ai dit, un évêque catholique irlandais qui a exercé son ministère en Afrique, il a compris cela très tôt. Voici ce qu'il a dit. Et au fait, sa citation est une doctrine qui a été mise en pratique avant lui et qui est encore mise en pratique dans les pays anciennement colonisés. Il a dit ceci. Si tu contrôles l'école, tu contrôleras le pays et le peuple, tu contrôleras du coup la religion, donc les croyances, et l'avenir des gens. Alors, le sujet du jour, je le reprends à des fins pédagogiques. Dans les pays anciennement colonisés, l'éducation formelle, donc la scolarisation, et l'éducation religieuse répondent à la même commande, enchaîner les esprits. Vous vous souvenez de l'endroit où nous nous sommes laissés la semaine dernière, hein? Nous étions en 1860. L'État haïtien, dans un effort de se sortir de l'embargo dans lequel on l'avait enfermé, a signé un concordat avec le Vatican en 1860 sous le gouvernement de Fabre-Geffrard. Et l'intention était claire, puisqu'il nous faut nous faire connaître, puisqu'il nous faut avoir des débouchés sur le monde, puisqu'il nous faut participer à la vie internationale, eh bien, signons un concordat, un traité, une convention avec le Vatican, convention au terme de laquelle le Vatican, le Saint-Siège, va nous envoyer des missionnaires, va nous envoyer des instructeurs afin de former une élite. Et on a vu dans quel état d'esprit l'Église est entrée effectivement à compter de 1860 en Haïti, dans un esprit de conquérant, dans un esprit de tabula rasa. C'est comme si ce peuple-là n'avait pas de culture, c'est comme si ce peuple-là, n'est-ce pas, n'avait pas, pour ainsi dire, des valeurs. On va aller enseigner à ces Noirs, à ces nègres, n'est-ce pas, la civilisation chrétienne. Sauf que là, nous sommes en 1860. Il faut remonter un tout petit peu avant. Bon. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Ça, c'est le b.a.-ba de notre scolarisation. Je vais éviter de parler d'éducation pour le peuple haïtien. J'ai un ami qui a soutenu sa thèse de doctorat au département des sciences de l'éducation de l'université McGill, qui a justement défendu l'idée que en Haïti, nous ne sommes pas éduqués, nous sommes scolarisés. Au fait, dans le cas d'Haïti, mon ami Pierre Modestin Lubin parle en anglais de miseducation, de la mal-éducation, pour les raisons que je vous expliquerai tout à l'heure, car pour lui, on est peut-être scolarisé, mais il n'était pas dans le mandat, n'est-ce pas, de l'Église, ni dans le mandat des enseignants dont je vais vous parler tout à l'heure, de nous éduquer. C'est tout simplement de nous formater l'esprit de manière à nous enchaîner à tout jamais, ce qu'il appelle lui la miseducation. Donc, remontons donc
le cours du temps. Je suis parti la semaine dernière avec le Concordat de 1860, sauf qu'aujourd'hui, il nous faut remonter un tout petit peu. On va se replacer dans le contexte de 1825, n'est-ce pas? Avril 1825. Vous vous souvenez, nous sommes indépendants depuis 1804 et la France y va à coups de menaces, aucun État ne veut nous reconnaître et au terme de plusieurs années de négociations, le président haïtien Boyer va accepter de signer une infâme entente. Techniquement, ce n'est pas vraiment une entente, ce n'est pas vraiment un accord, puisque l'État haïtien n'avait presque pas le choix. Lorsque Boyer, ce qu'on regrette évidemment, a signé cet accord de dette de l'indépendance avec le roi Charles X, il n'avait quasiment pas le choix, puisque ce qu'on oublie, il y avait dans la rade de Port-au-Prince 14 navires de guerre qui étaient prêts à venir en renfort, qui étaient prêts à bombarder s'il le faut, n'est-ce pas, cette petite nation de moins de 500 000 âmes. Donc, en avril 1825, n'est-ce pas, l'État français nous a entré dans la gorge, n'est-ce pas, cette reconnaissance de la dette de l'indépendance. C'est une dette infâme. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut prendre le temps de tout expliquer parce que de même que c'est par la mal-éducation, pour reprendre le terme de mon ami Lubin, la miseducation, qu'on nous a enchaîné l'esprit, eh bien, c'est par l'éducation qu'il nous faut nous libérer. C'est pour cela que je prends le temps d'expliquer. Donc, qu'est-ce que c'est que cette fameuse dette de la reconnaissance de l'indépendance? Imaginez que des Français sont allés kidnapper mes ancêtres en Afrique. Ils l'ont fait de 1503 jusqu'au grosso modo à la guerre de l'indépendance. Et au terme de cette guerre de l'indépendance, nous, les anciens esclaves, sommes devenus victorieux des colonisateurs et des kidnappeurs. Et après un certain temps, imaginez que ces kidnappeurs disent que c'est vous, les esclaves, qui nous devez quelque chose parce que nous, les kidnappeurs, nous avons investi de l'argent dans la colonie, nous avons contracté des emprunts pour venir dans la colonie et par votre indépendance, vous nous avez fait perdre de l'argent. Et si vous voulez comprendre ce que l'indépendance d'Haïti représente pour la France ou représentait pour la France en termes de pertes économiques, en termes de prestige international, je vous invite à lire le très excellent livre « Les Jacobins noirs » de Cyril Lionel Robert James. Dans ce livre, l'auteur prend le temps de nous dire à quel point cette colonie était la plus prestigieuse, la plus rentable de toutes les colonies. Mais grâce à la colonie de Saint-Domingue, la France était un empire enviable, un empire prestigieux. Or voilà que la France vient de perdre Saint-Domingue. Depuis ce temps, la France a une seule préoccupation: comment recouvrer cette colonie. Bon. Et là, la France va envoyer un émissaire particulier. Évidemment, au terme de toutes les négociations, la France va tomber sur une perle. Un jeune diplomate qui a fait, n'est-ce pas, ses preuves en Afrique. Il a été au Sénégal en mission spéciale. Au Sénégal, on lui a confié pour mission de dire aux autorités françaises comment s'assurer que les Africains anciennement colonisés par la France demeurent à tout jamais enchaînés à la France. Il a accompli son œuvre avec brio, il est rentré en France, n'est-ce pas, et là, il a raflé tous les honneurs. Et là, quand Haïti a proclamé son indépendance, on va envoyer ce jeune homme en Haïti avec la même mission. Parce que c'est lui qui définit la doctrine des anciens
pays colonisateurs par rapport aux anciens pays colonisés. Et la doctrine Molien, telle que je l'appelle, est encore de mise aujourd'hui. Donc, Gaspard Théodore Molien. Gaspard Théodore, c'est un prénom composé. Le nom de famille Molien, M-O-L-L-I-E-N. Celui qui me l'a fait découvrir, c'est un expert de l'histoire des relations de la France avec ses anciennes colonies, de l'histoire de la relation de la France avec Haïti en particulier. Il s'appelle justement Jean-François Brière et entre autres livres, il a écrit Haïti et la France 1804-1848, le rêve brisé. Mais l'œuvre dont j'aimerais vous parler aujourd'hui et grâce à laquelle j'ai découvert ce fameux Molien, c'est un article que Jean-François Brière a écrit et qui a pour titre « Du Sénégal aux Antilles, Gaspard Théodore Molien en Haïti, 1825-1831 ». Et là, c'est un article dont je vous recommande la lecture car, en vérité, c'est l'article qui définit les paramètres du comportement de la communauté internationale, du comportement de la France dans ce contexte-là, plus tard, à partir de 1915, du comportement des États-Unis et depuis la fin de l'occupation américaine d'un point de vue physique, c'est cet article-là qui définit, si vous voulez, le comportement de la communauté internationale vis-à-vis d'Haïti et vis-à-vis, n'est-ce pas, des pays anciennement colonisés en matière de scolarisation et d'éducation religieuse. Donc, je reprends le titre de l'article. Du Sénégal aux Antilles, Gaspard Théodore Molien en Haïti, 1825-1831. La date ici est intéressante. Elle est même très instructive. C'est pas pour rien que j'ai commencé à vous dire que en 1825, à vous rappeler qu'en avril 1825, Haïti, enfin, sous la présidence de Boyer, a signé cette infâme reconnaissance de la dette de l'indépendance qui fut fixée à 150 millions de francs, réduite plus tard à 90 millions de francs. Et ce qui a d'important à souligner, c'est qu'en ce moment-là, le PIB de la France est évalué à peine 30 millions de francs. Imaginez que mes ancêtres ont travaillé pour les autres sans revenus et pour que mes ancêtres soient reconnus libres, eh bien, il a fallu que Haïti, la jeune république, consente à payer jusqu'à 5 fois le PIB de la France d'alors. Bon, ceci a déjà été fait. On ne peut pas refaire l'histoire, mais on peut essayer de la comprendre et surtout comprendre comment éviter de commettre les mêmes erreurs. Alors, la date ici est importante. Nous avons signé, n'est-ce pas, cette reconnaissance de dette en 1825 et pourtant, cette même année, la France songe à autre chose. La France de Charles X dépêche en Haïti un espion sous forme de diplomate du nom de Gaspard Théodore Molien avec pour mission, écoutez bien, d'expliquer à la France ce qu'il faut faire pour s'assurer que même si, en théorie, Haïti est indépendante, mais qu'Haïti reste toujours attaché à la France et que les Haïtiens restent enchaînés à tout jamais. C'était ça la mission de Gaspard Théodore Molien. Il va être dépêché en Haïti de 1825 à 1831, donc l'année même à laquelle Haïti accepte de payer cette fameuse dette de l'indépendance à la France. La France nous envoie un espion avec le label officiel de diplomate. Dans un premier temps, ce fameux monsieur Molien était vice-consul au Cap-Haïtien. Il sera plus tard consul à Port-au-Prince. Et il avait pour mission d'étudier le comportement des Haïtiens
d'étudier la société haïtienne, d'observer ses failles, d'observer ses contradictions, de manière à faire des recommandations au Quai d'Orsay, au service des affaires étrangères françaises, pour s'assurer, et c'était ça l'objectif, que Haïti demeure attaché à la France et que les Haïtiens demeurent enchaînés dans leur esprit aux Français. Voici les 5 recommandations que Gaspard Théodore Molien va faire au roi Charles X, donc au service des affaires étrangères françaises, et ce qui va définir du même coup la doctrine du comportement des anciens pays colonisateurs vis-à-vis des pays anciennement colonisés. Première recommandation de Molien. La France doit envoyer en Haïti à la fois des enseignants et des prêtres pour former et instruire une élite haïtienne. Notez que dans la première recommandation de la France, enseignants et prêtres sont liés. C'est la même mission. La scolarisation, donc l'éducation formelle, et l'éducation religieuse répondent à la même commande. Attacher le pays à l'ancienne métropole, donc à l'ancienne nation colonisatrice, et 2, enchaîner les esprits définitivement à la France. Première recommandation, envoyer des prêtres et des enseignants pour mettre sur pied une élite et l'instruire telle que nous, on veut. Deuxième recommandation de Molien. Ne jamais rien faire pour contrarier l'élite mulatte, car les mulattes sont plus des alliés de la France que des alliés d'Haïti. Et c'est Molien qui le dit. Il ne faut jamais contrarier cette élite mulâtre, car ce sont nos alliés naturels, car c'est eux qui vont nous aider à pérenniser le système colonial, même dans une Haïti indépendante. Ne jamais contrarier cette élite mulâtre. Troisième recommandation de Molien. Nous devons nous concentrer de manière à modeler l'esprit des Haïtiens pour qu'ils croient qu'ils sont des Français. Est-ce que vous entendez ça? Nous devons nous concentrer. Et là, Molien dit au roi, contrairement aux Américains, contrairement aux Anglais, qui ne sont alors intéressés qu'à faire du commerce avec Haïti, qui ne sont intéressés qu'à vendre, n'est-ce pas, à la jeune République haïtienne, nous devons faire plus que cela. En plus que de faire du commerce, nous devons nous concentrer à formater. Nous devons nous concentrer à modeler l'esprit des Haïtiens de manière à ce qu'ils croient qu'ils sont des Français. Il y a un historien français dont vous avez sûrement déjà entendu parler, qui s'appelle justement Jules Michelet, et qui a dit d'Haïti, Haïti, c'est la France noire. Et quand on lit cela, on était fiers. Comment on va faire ça? Formater l'esprit des Haïtiens de manière à ce qu'ils croient qu'ils sont des Français, c'est en leur enseignant la langue, en les portant à aimer cette langue plus que leur propre langue, en les portant à être fiers du fait qu'ils parlent bien cette langue. Donc, grâce à cette troisième recommandation de Molien, on va passer de la francophonie à la francophilie et de la francophilie à la francomanie. Je vous explique ces 3 termes. Bien sûr, que les Haïtiens de ce temps-là, première moitié du 19e siècle, soient des francophones, cela se comprend puisque nos anciens maîtres parlaient français. Donc nous sommes des francophones. Ça veut dire que nous comprenons le français et jusqu'à un certain point, une partie de cette population a toujours parlé français, une partie qu'on n'évalue pas à plus que 5%. Mais Molien voulait plus. Il voulait qu'on passe de la francophonie à la francophilie. Qu'est-ce que c'est que la francophilie? Il ne s'agit pas seulement de parler le français, mais il faut aimer cette langue-là. Et lui, il visait encore le sommet
de la francophonie à la francophilie et de la francophilie à la francomanie. Hein? C'est-à-dire des gens qui deviennent si fous de la langue française, si fous de la culture française, si fous de la France, qu'ils s'oublient eux-mêmes. Et Molien a réussi. Je n'en suis qu'à la troisième recommandation. Vous savez que lorsque l'Allemagne nazie a déclaré la guerre à la France et qu'elle a vaincu la France et qu'elle a occupé la France, vous savez qu'Haïti, c'est le premier pays qui a lancé une association de défense de la France. Imaginez d'anciens esclaves qui ont subi les torts de la France. Et maintenant que la France est vaincue par l'Allemagne nazie, où, selon vous, on va mettre sur pied une association pour se porter à la défense de la France en Haïti? Alors dites-moi si Molien n'a pas gagné. On continue avec les recommandations. Nous devons, quatrième recommandation de Molien, formater, conditionner l'esprit des Haïtiens pour qu'ils ne consomment que des produits de la culture française. Oh là là. Moi, je me rappelle quand je grandissais, n'est-ce pas, en Haïti, jusqu'à mon départ d'Haïti, nous, les Haïtiens, on tirait gloire du fait que nos parfums viennent de la France, on tirait gloire du fait que nos vêtements venaient de la France, on tirait gloire du fait que même notre menu est influencé par la France. Là, c'est la doctrine Molien. Écoutez bien. Et on va voir toute contemporanéité de la doctrine Molien. Cinquième et dernière recommandation. La France doit fonder un journal français en Haïti pour renforcer son influence et faire la promotion de la suprématie de sa culture dans ce pays. Donc, malgré le fait que nous ne sommes qu'en 1825, ce Molien avait déjà la brillante idée de dire que la France doit chercher à influer sur les médias, ce qu'aujourd'hui on appelle les mass médias. Imaginez, la France doit créer un journal en Haïti pour faire la promotion de la culture et de la suprématie française en Haïti. Avec ces 5 recommandations, la boucle est bouclée. Je reprends. Envoyer des enseignants et des prêtres pour former et instruire une élite. On veut être responsable de l'élite. Pour quelle raison? Parce qu'on va la dresser contre la masse. C'est ce qu'on va voir effectivement dans des écoles. La France ne doit rien faire pour contrarier l'élite mulâtre. Pour quelle raison? Parce que l'élite est plus proche de la France qu'elle ne l'est d'Haïti. Ce sont nos véritables alliés. Et c'est sur eux, les membres de cette élite mulâtre, que nous devons compter pour faire la promotion de la culture de la France en Haïti. Nous devons nous concentrer, troisième recommandation, à faire croire aux Haïtiens qu'ils sont des Français. Oh boy. Quatrième recommandation, nous devons conditionner et formater l'esprit des Haïtiens de telle sorte qu'ils ne consomment que les produits de la culture française. Et enfin, nous devons créer en Haïti un journal, donc avoir le contrôle, n'est-ce pas, de l'information, de manière à renforcer l'influence et la suprématie de la France en Haïti. Vous vous souvenez que je vous ai dit que ce fameux Molien est resté en Haïti de 1825 à 1831, il a dit plus. Il a dit au roi, il n'y a pas quelque chose qu'on appelle la société haïtienne. Vous avez des classes qui se battent les unes contre les autres. Vous avez des gens qui se retrouvent sur un même territoire, mais qui ne forment pas une nation, qui ont des intérêts si divergents qu'il faut continuer à polariser, à exacerber ces différences. Et il ajoute, ça c'est très important, avant qu'on aille à la pause. Les prêtres qu'on doit envoyer en Haïti doivent venir d'une région particulière de la France. Écoutez bien. Il dit, ces prêtres-là doivent venir de la Bretagne.
Pourquoi la Bretagne? Il explique pourquoi. Parce que les prêtres bretons sont des racistes, ils sont des pro-esclavagistes et ils sont royalistes, donc contre la Révolution française qui a pour devise liberté, égalité, fraternité. C'est là que nous devons aller chercher les prêtres. Imaginez qu'on envoie en Haïti des prêtres pro-esclavagistes qui vont former des esclaves qui s'autoproclament indépendants. Imaginez qu'on envoie en Haïti des prêtres racistes, blancs, qui vont enseigner à des nègres. Et enfin, on envoie en Haïti des prêtres qui sont contre la Révolution française, qui a pour devise liberté, égalité, fraternité. Ce sont des prêtres qui vont faire la promotion des mêmes préjugés qu'on retrouvait à Saint-Domingue pendant la période coloniale. Et vous allez voir, l'école va reproduire les mêmes préjugés, l'école va reproduire les mêmes inégalités, l'école va reproduire les mêmes polarisations sociales qu'on avait pendant l'époque coloniale. Et tout ceci n'est pas le produit du hasard, ça répond à la doctrine Molien qui consiste à enchaîner définitivement les esprits de ces populations anciennement colonisées. On s'en va à la pause, les amis. Là, je suis un peu trop excité. Je vais vous faire écouter du Mano Chalmagne, tiens. Au retour de la dite pause, on verra la doctrine Molien en action. À tout à l'heure. Alors, on a vu les recommandations de Molien, des recommandations qu'il a faites entre 1825 et 1831. La chronologie est importante en histoire. Haïti va signer ce concordat en 1860. Et selon vous, qu'est-ce qui va se passer en 1860? En signant le concordat avec le Vatican va s'entendre avec la France pour que la France nous envoie son contingent de prêtres et d'enseignants. Et là, ici, j'ai quelques statistiques pour vous. Entre 1860, année à laquelle Haïti a signé son concordat avec le Vatican, la société française Saint-Jacques, la société missionnaire française Saint-Jacques, a dépêché en Haïti, donc entre 1860, date de la signature du concordat, à 1940, la société Saint-Jacques, société française missionnaire, a dépêché en Haïti 15 évêques et 850 prêtres qui ont travaillé à divers titres, comme enseignants, comme missionnaires en Haïti. Et de ce nombre, donc de ces 850 prêtres, 700 d'entre eux furent effectivement des Bretons. Alors dites-moi si Molien ne survit pas aujourd'hui encore. Je reprends. Donc entre 1860 et 1940, la société française Saint-Jacques a dépêché en Haïti, a envoyé en Haïti 15 évêques et 850 prêtres, et de ce nombre,
l'esprit des petits Haïtiens définitivement à la France. Et on n'avait pas de meilleurs instruments que les prêtres bretons pour enseigner aux Haïtiens la haine de leur langue. Vous vous souvenez quand vous étiez, vous, à l'école, dans ces écoles congréganistes, quand vous vous exprimiez en créole dans la cour de récréation, eh bien, les religieuses ou les religieux venaient vous dire, mais exprimez-vous. Il n'y avait donc pas de meilleurs instruments pour enseigner aux Haïtiens la haine de leur histoire. Vous savez que en 1947 ou en 1946, pour être plus précis, le président estimé a dû passer un décret pour dire que désormais l'histoire d'Haïti ne peut être enseignée aux Haïtiens que par des Haïtiens dans l'école haïtienne. Savez-vous pourquoi? Parce que dans les cours d'histoire d'Haïti, eh bien, les religieux en profitaient pour enseigner, entre autres, la haine de Dessalines en disant aux jeunes écoliers haïtiens, votre Dessalines est en train de brûler en enfer. Il n'y avait donc pas de meilleurs instruments que les prêtres bretons pour enseigner l'amour de la France aux jeunes haïtiens aux dépens d'Haïti. Savez-vous que ce n'est que dans les années 60 que la littérature haïtienne a été enseignée aux Haïtiens à l'école? Alors, est-ce étonnant que l'école haïtienne ait reproduit les mêmes inégalités sociales qu'on avait dans la colonie? Est-ce étonnant que l'école haïtienne reproduise le même complexe d'infériorité qu'on a en parlant créole par rapport au français? Quand on parle français, on se croit intelligent et grâce au français, on construit ce que les experts appellent une espèce de elite closure. On se construit un barrage pour dire, écoutez, grâce à cette langue, nous faisons partie d'une élite aux dépens d'une masse qui, elle, ne comprend pas. Est-ce étonnant que l'école haïtienne ne nous fournisse pas des instruments pour développer notre pays, pour comprendre, n'est-ce pas, ces problématiques et pour aller de l'avant? Parce que c'était justement le mandat contraire qu'on avait confié aux prêtres bretons. Et quand je dis on, ce n'est pas seulement la France, mais c'est également l'élite haïtienne. Je voudrais vous rappeler ce que le ministre de l'Instruction publique d'alors, en 1860, Élie Dubois, a dit lorsqu'il devait présenter les termes du concordat. Il a dit qu'on a signé ce concordat afin que les prêtres, afin que l'Église, afin que les enseignants religieux puissent impulser un nouvel ordre culturel à l'instruction chrétienne en Haïti. On confie aux missionnaires, on confie aux prêtres la mission d'impulser un nouvel ordre culturel dans l'instruction chrétienne en Haïti. Ce n'est donc guère étonnant que l'école haïtienne reproduisent les mêmes schèmes de sous-développement, les mêmes préjugés, les mêmes inégalités. Dans ce sens, l'ancien président d'Haïti, Leslie François Manigat, disait que le hasard est exceptionnellement rare dans l'histoire. Le hasard est exceptionnellement rare dans l'histoire d'Haïti. Donc, il n'y a pas de hasard dans notre histoire. Nous avons été programmés pour reproduire ce que nous voyons là aujourd'hui. Alors on se pose la question, puisque cette doctrine dont je parle remonte à 1825, remonte à 1860, les écoles dont je parle ont une certaine histoire, mais est-ce que le comportement de la communauté internationale n'a pas changé? Non. Le comportement de la communauté internationale n'a pas changé, puisque dans les rapports internationaux, on ne change pas un numéro gagnant. Si une doctrine est efficace, on ne va pas la changer. J'en veux pour preuve l'exemple suivant. Vous vous souvenez du dimanche 10 mai 2015? Tiens, je vous rafraîchis la mémoire. Dimanche 10 mai 2015, le président français d'alors, François Hollande, se trouve à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, et là, il prononce un discours extraordinaire. Il a dit texto,
lorsque je me rendrai en Haïti, je m'acquitterai de la dette de la France vis-à-vis d'Haïti. Waouh! Et il était dans le contexte, n'est-ce pas, antillais, et il rappelait dans une envolée extraordinaire comment la France avait fait subir une injustice à Haïti, comment on avait exigé de la jeune République indépendante une dette infâme de 150 millions de francs. Et lui d'ajouter, lorsque je me rendrai en Haïti 2 jours plus tard, le mardi 12 mai, j'acquitterai la dette de la France vis-à-vis d'Haïti. Bon, évidemment, la promesse d'un politicien n'engage que ceux qui y croient. Les promesses des politiciens n'engagent jamais les politiciens, mais il y avait plusieurs qui commençaient à s'exciter à l'idée que la France pourrait envisager de rembourser à Haïti sa dette vis-à-vis de ce jeune pays. Une dette qui est évaluée en termes d'aujourd'hui à 17 milliards d'euros. Ça fait beaucoup d'argent, ça. 2 jours plus tard, François Hollande se rend en Haïti, effectivement. Et notez bien, vous vous souvenez quand Molien recommandait à la France, si elle veut garder sa mainmise sur Haïti, il ne faut rien faire pour inquiéter l'élite. Autrefois, c'était l'élite mulâtre, mais l'élite intellectuelle, l'élite politique, l'élite d'affaires. François Hollande s'est assuré de se rendre en Haïti, flanqué, n'est-ce pas, des membres d'une certaine élite haïtienne. Je vous invite à aller visionner la vidéo. Et là, François Hollande a dit, la dette dont je parlais, c'était une dette morale. Et la France va, à la demande du président d'Haïti, c'est important, le président d'alors, n'est-ce pas Michel Martelly, la France va appliquer, écoutez bien, un véritable plan Marshall d'éducation pour Haïti. Waouh! La France s'intéresse encore, n'est-ce pas, à la scolarisation des Haïtiens. Et cette fameuse dette de l'indépendance qu'on évalue à 17 milliards d'euros, l'évaluation est française, puisque ce sont les journalistes français qui ont fait l'équivalent en termes d'aujourd'hui. Donc, on va passer de 17 milliards d'euros, vous allez faire beaucoup d'efforts pour ne pas rire, à une enveloppe budgétaire de 50 millions de dollars. La France dit, nous sommes prêts à investir 50 millions de dollars en Haïti, en remboursement de la dette morale de la France vis-à-vis du peuple haïtien. Mais dans quel secteur allons-nous investir ces 50 millions? Nous allons investir dans le secteur de l'éducation. Nous allons nous intéresser à l'instruction primaire. Nous allons nous intéresser au niveau secondaire. Nous allons nous intéresser au niveau professionnel. Nous vous promettons même une université. Et la France va vous envoyer des livres et des enseignants. La doctrine Molien. Si on contrôle l'école, on contrôle le pays et le peuple. Si on contrôle l'école, on contrôle la religion. Et si on contrôle l'école, on contrôle l'avenir de ce pays. Donc vous voyez que malgré le fait que cette doctrine a été formulée entre 1825 et 1831, la doctrine Molien, elle est contemporaine, elle est actuelle, en ce que la France dit, si je veux garder mon influence en Haïti, c'est par l'éducation. Et François Hollande allait jusqu'à dire, votre langue, c'est le français, et nous allons continuer à la promouvoir en Haïti. Parce que si on contrôle l'école et l'instruction religieuse, on contrôle le peuple. Mais vous vous demandez, après cet exposé sur l'histoire politico-religieuse du christianisme version catholique en Haïti, comment c'est une histoire qui est marquée au coin de l'enchaînement des esprits. Est-ce qu'il n'y a que les catholiques qui doivent porter le blâme de cette colonisation mentale? Loin de là. Il nous faut aussi parler du rôle du protestantisme dans l'enchaînement de l'esprit des Haïtiens. Évidemment, le protestantisme est présent en Haïti depuis 1816, mais comme on l'a vu, pour toutes sortes de raisons, parce que c'était un protestantisme qui
qui avait choisi de bouder les masses haïtiennes et qui pactisait avec la bourgeoisie, donc il ne grandissait pas. Et parce que justement, le missionnariat catholique était beaucoup plus agressif, et bien donc le protestantisme ne connaissait pas de croissance numérique. À partir de l'occupation américaine, ça va changer. Et c'est intéressant de noter ce qui suit. À l'occupation américaine, l'amiral Caperton et le général Russell ont forgé la doctrine de la colonisation de l'esprit des Haïtiens en imitant le modèle laissé ou imprimé par la France. Écoutez ce qu'ils ont dit. Et là, je vais citer un livre qui mérite d'être lu, pas parce que vous serez nécessairement d'accord avec ce qui est dit là-dedans, mais parce que c'est un livre qui est écrit par un fils d'un ancien Marine en Haïti. Ça s'appelle Written in the Blood, écrit dans le sang, l'histoire d'Haïti qui est écrite dans le sang. Ce livre-là est écrit par Robert et Nancy Hine. Robert Hine, c'est un ancien Marine qui était en mission en Haïti, un ancien Marine américain qui était en mission en Haïti jusqu'à ce qu'il soit déclaré persona non grata par Duvalier. Et lui, il écrit donc ce livre-là, écrit dans le sang, comme si l'histoire d'Haïti est écrite dans le sang, comme si l'histoire américaine ne serait pas écrite dans le sang. Et ce qu'il dit dans ce livre-là, il reprend la doctrine formulée par le département d'État pour le peuple haïtien en instrumentalisant les églises protestantes. Voici ce que disent l'amiral Caperton et le général Russell sur la manière dont il fallait contrôler le peuple haïtien. Robert Hine rapporte: il s'agit pour nous, disent les Marines américains, nous comme race étrangère, de dominer et d'orienter une deuxième race étrangère, l'élite haïtienne, contre une troisième race étrangère, la masse haïtienne. Et souvent, on a une lecture magico-religieuse de notre destin de peuple. On dit, bon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour que ça aille si mal en Haïti? On dirait que c'est le sort qui s'acharne contre nous. Non, il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de bondieuserie ou de diablerie dans l'histoire haïtienne. Pour la comprendre, il faut comprendre, n'est-ce pas, la combinaison, la complicité de la communauté internationale avec l'élite haïtienne en matière de scolarisation et d'éducation religieuse. L'erreur à faire, c'est de séparer les deux. La scolarisation des Haïtiens et l'éducation religieuse des Haïtiens participent de la même commande, la colonisation et l'enchaînement des esprits. Alors, les Américains, quant à eux, disent, écoutez, il nous faut, en tant que race étrangère, contrôler et orienter une deuxième race étrangère, l'élite haïtienne avec laquelle nous allons pactiser, contre une troisième race étrangère que représentent les masses haïtiennes. Comment nous allons procéder? Ça, c'est très curieux. Savez-vous que depuis qu'on a signé le Concordat et que, selon les mots du ministre de l'Instruction publique d'alors, Élie Dubois, on a donné aux prêtres bretons le rôle d'impulser un nouvel ordre culturel pour Haïti. Les premiers qui vont vouloir réformer le système éducatif haïtien, ce sont les Américains. C'est ce qu'on appelle la réforme d'Artigue en 1940. Car les Américains ont constaté que, waouh, la doctrine française a bien réussi en Haïti. Les Haïtiens se prennent pour des Français, ils sont fiers de la culture française, ils sont fiers de se faire passer pour la France noire d'Amérique, et les Américains disent, il nous faut casser cela. Comment est-ce qu'on va s'y prendre? On va tenter de réformer le système éducatif haïtien.
Et là, ils ont commencé par dire que le système d'éducation haïtien, n'est-ce pas, est trop littéraire, il est trop classique. Il faut commencer à enseigner les métiers, les professions, n'est-ce pas, aux Haïtiens. C'est ce qu'on appelle un cheval de Troie. Quand vous entendez ce discours, mais vous dites, c'est vrai, on ne peut pas former que des philosophes, on ne peut pas former que des gens qui font leurs cours classiques, il nous faut des gens qui apprennent des métiers comme le métier d'agronomie, qui apprennent des métiers comme, n'est-ce pas, le métier pour devenir tailleur ou charpentier, etc. Ce n'est qu'un cheval de Troie, car l'intention réelle des Américains, c'était de réduire l'influence de la France sur les Haïtiens pour augmenter l'influence américaine, réduire l'influence du français pour augmenter l'influence de l'anglais. Là, puisque les catholiques ont veillé au grain, rapidement, ça c'est important, rapidement, le Quai d'Orsay, donc le siège du service des affaires étrangères françaises, le Quai d'Orsay s'est entendu avec le département d'État et voici le partage qui a été consenti. La France dit aux Américains, laissez-nous la prédominance de la langue et de la religion catholique et vous allez vous occuper, n'est-ce pas, de tout le reste. Ça veut dire de la politique, ça veut dire des finances, ça veut dire aussi d'accroître le rapprochement du peuple haïtien de la mentalité américaine par les églises protestantes. Et ça, c'est intéressant de le dire, parce que jusque-là, les églises protestantes arrivaient de l'Europe. C'était des églises méthodistes qui arrivaient majoritairement de Bristol en Angleterre, et ces églises-là ne grandissaient pas trop. Et à partir de l'occupation américaine, les Américains vont mettre le paquet pour accroître leur influence sur le peuple haïtien en se servant des églises protestantes. Que font les églises protestantes? Vous allez le remarquer. Les églises protestantes vont faire littéralement 3 choses pour grandir en Haïti. Chaque église protestante aura sa petite école. Qui est-ce qui finance les écoles protestantes? Les Américains. N'oublions pas, si on éduque un peuple, on le contrôle. Les églises protestantes vont aussi faire dans des œuvres de charité. N'oublions pas que c'est un pays pauvre, du moins c'est un pays appauvri, pour répéter, n'est-ce pas, l'autre. Donc, les églises protestantes, encore une fois subventionnées par les Américains, vont faire dans des œuvres de charité. Les fameux sinistrés, les fameux pépés, les fameuses distributions, n'est-ce pas, aux masses paysannes. Ça, c'est les Américains. Mais elles vont surtout faire dans la division du peuple haïtien. Ah oui. L'Église catholique a divisé le peuple haïtien par ses écoles. Ceux qui sont instruits construisent une élite clocheux par la langue française contre la masse qui, elle, ne sait pas lire. L'Église catholique, par ses écoles, a reproduit les mêmes inégalités de l'époque coloniale. C'est le mandat que Molière a donné, n'est-ce pas, aux prêtres bretons. Mais les églises protestantes vont diviser le peuple haïtien en lui présentant divers Jésus. Et ça, c'est important, ça. C'est une division encore plus scélérate. C'est une division encore plus pérenne. Déjà, chers amis, en 1938, il y avait déjà près de 40 sociétés missionnaires américaines en Haïti. Pour un petit peuple d'à peine quelques millions d'alors, en 1938, en 1940, il y avait plus de 40 sociétés missionnaires différentes américaines en Haïti qui prêchent le même Jésus. Vous avez des baptistes qui prêchent un certain Jésus, très dogmatique, mais à côté des baptistes, vous avez les églises de Dieu, encore une fois des églises américaines, qui elles disent, les églises baptistes n'ont pas l'esprit de Dieu. Vous avez les témoins de Jéhovah qui disent, écoutez, vous les baptistes et les églises de Dieu, vous prêchez que Jésus est Dieu, mais pour nous, Jésus n'est pas un grand Dieu avec un grand D, c'est un Dieu avec un petit D.
Et là, on va multiplier, n'est-ce pas, ces dénominations. Les adventistes vont arriver et vont vous dire, par exemple, que si vous ne respectez pas le sabbat, vous n'êtes pas tout à fait sauvé, etc. Et vous savez ce que ça fait? Ça divise la population. L'Église catholique divisait la population haïtienne au nom de l'éducation versus la non-éducation, donc ce qu'il faut dire autrement, au nom de la scolarisation versus la non-scolarisation. Mais les églises protestantes, sous l'impulsion américaine, divisent la population haïtienne au nom des Jésus différents. Les adventistes ont un Jésus, les baptistes ont un Jésus, les églises de Dieu ont un Jésus, les témoins de Jéhovah ont un Jésus, et seulement en 1938, il y avait déjà près de 40 sociétés missionnaires différentes en Haïti. Et quand on regarde le portrait des églises protestantes aujourd'hui en Haïti, c'est chaotique. Le résultat, on est divisé par Jésus et pour Jésus. Mon Jésus est meilleur que ton Jésus à toi. Et donc, on n'est pas tout à fait unis, même si on est chrétien. Les protestants jugent les catholiques parce que eux sont des idolâtres, ils ont des idoles chez eux. Les catholiques vont dire aux protestants, vous n'avez pas la vraie religion parce que la vraie religion, c'est nous qui l'avons, puisque l'Église catholique, disent-ils, c'est la première religion. Et vous avez et les protestants et les catholiques qui tombent sur le dos des vaudouisants parce que les vaudouisants seraient responsables de tous les maux d'Haïti. Donc vous avez catholiques contre protestants, protestants contre vaudouisants. Dites-moi, est-ce que dans un tel contexte, on peut faire du développement? Parce qu'il n'y a pas de véritable identité nationale en Haïti. Vous pensez que c'était le fruit du hasard? Non. La scolarisation des Haïtiens a été pensée dans les chancelleries étrangères. On a décidé du type de scolarisation qu'on donnerait aux Haïtiens. L'éducation religieuse des Haïtiens a été décidée conjointement par les chancelleries étrangères et par les sociétés missionnaires, que ce soit le Vatican qui fut de mèche avec le Quai d'Orsay ou le département d'État qui fut et qui est encore de mèche avec les églises protestantes. Et on se retrouve, n'est-ce pas, sur un petit territoire de 27 000 km², n'est-ce pas, à ne pas pouvoir s'entendre parce que Jésus pam, pis bon que Jésus parle. On est en train de s'entre-déchirer au nom du discours religieux, comme si un discours religieux a jamais développé quelque pays que ce soit. Vous comprenez pourquoi j'ai écrit l'histoire de l'éducation religieuse du peuple haïtien est une histoire de zombification parce qu'on s'est servi de notre propension à la croyance pour nous garder enchaînés à nos anciens maîtres. Si l'on veut se sortir de cette zombification, si l'on veut se sortir de cette colonisation mentale, nous devons faire ce que le Québec a fait dans les années 60. Reprendre le contrôle de notre système éducatif. Jusque-là, nous avons été scolarisés. Jusque-là, notre ministère de l'éducation soi-disant nationale suit l'agenda de Molien ou l'agenda du département d'État. Nous devons reprendre le contrôle de notre système de l'éducation. Que vise un système d'éducation nationale? Il vise à fournir, n'est-ce pas, à l'apprenant des moyens pour avoir le contrôle justement de son environnement, ce que l'école haïtienne n'a jamais fait. Un vrai système d'éducation vise la socialisation, c'est-à-dire le vivre ensemble, ce que l'école haïtienne n'a jamais fait, puisque dès que je sais lire, je me sens supérieur à celui qui ne sait pas lire. Dès que je parle français, je me sens supérieur à celui qui ne parle pas français. La fameuse élite closure. Et ce que fait un bon système d'éducation, c'est de fournir à l'apprenant des outils pour influer sur son milieu, ce que l'école haïtienne n'a jamais fait, si bien que l'haïtien scolarisé est plus habile à vivre à l'étranger qu'à vivre dans son propre pays.
Et il nous faut aussi placer le pays, placer la nation au-dessus des divers discours religieux. N'oublions pas, qui contrôle l'éducation, contrôle le peuple, contrôle le pays, contrôle la religion et contrôle le futur. Si l'État haïtien ne reprend pas le contrôle du discours religieux, on va continuer à nous enseigner par les religions la haine de soi, la haine de notre pays, la haine de notre culture, l'amour de l'autre aux dépens de l'amour de nos frères. Voilà ce qu'il nous faut faire. À partir de maintenant, ne considérons plus la religion comme un discours inoffensif, comme un discours salvateur. C'est bien le contraire, puisqu'en Haïti, on a vu que le discours religieux a été et est encore un instrument aux mains de nos anciens maîtres. Merci de votre attention. À la semaine prochaine. Mes chers amis, juste un petit mot pour vous remercier de votre fidélité. Merci à nos nouveaux abonnés. Nous en avons quelques-uns au cours des derniers jours. Continuez à vous abonner à ma page YouTube, JFA Lumière sur le Monde. Partagez aussi, n'est-ce pas, ces vidéos avec vos amis, avec vos contacts, car ce qu'on fait à cette émission, c'est vraiment de la pédagogie citoyenne. On veut nous aider, hein, vous m'aidez, je vous aide, donc on veut s'entraider à comprendre, n'est-ce pas, notre problématique de peuple, afin que nous puissions changer le cours de notre histoire. Je vous invite aussi à liker et à partager nos pages, nos diverses pages sur ma page professionnelle Facebook et sur YouTube. Comme ça, la famille s'agrandit et s'élargit. Bonne semaine, portez-vous bien, soyez prudents et prudentes. Au revoir.